Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilev, vous écoutez NoTube, le podcast de Binge Audio consacré à YouTube. C'est l'épisode numéro 8 et aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde attend, les placements de produits, les partenariats dans les vidéos de YouTube. Et pour m'accompagner au poste de chroniqueuse aujourd'hui, Marie-Camille Théron des internets, bonjour. Alors 2018 commence bien pour toi, ça va, pas trop perturbé par Logan Paul et Non, tout je viens ça. de perdre 10 ans, donc je suis super contente. C'était une belle époque 2008, c'est vrai que c'était vraiment super. Beau millésime. Et de l'autre côté de la table, je suis très très content d'accueillir un vidéaste tout droit venu de Bretagne, Alexandre Calvez. Merci beaucoup d'être là avec nous. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ta chaîne ? Oui, eh bien, je m'appelle Alexandre Calvez. Calvez. Avec un Z, mais il y a plusieurs prononciations. Bon, Je suis voilà, du sud de l'Espagne. voilà. Eh bien, écoute, moi, je propose aux internautes toutes les semaines de découvrir des objets et des recettes originales sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et on va pouvoir commencer tout de suite cette émission avec une chronique de Marie qui, cette semaine, va nous parler d'un monsieur assez particulier. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Quel nouveau jingle incroyable, je suis On adore. ravie vraiment. Alors oui, l'histoire qui m'a marquée cette semaine, elle concerne le créateur Vincent Macario. Vous le connaissez peut-être pas parce qu'il compte entre guillemets que 18 000 abonnés sur YouTube. Sa devise, elle est affichée en haut de sa chaîne et elle dit « On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». Et elle est affichée comme un étendard de solidarité et de fraternité qui nous unit tous. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Alexandre, de ce Non, pas du tout, vidéaste. ça me dit rien. Alors, je vais te le présenter du coup. Vincent Macario, il a 35 ans, il se définit comme un entrepreneur du web. Et pour vendre ses solutions destinées aux entreprises, il a réalisé des dizaines de vidéos sur YouTube qui comptabilisent assez peu de vues, il faut dire. Mais depuis un an environ, il a une nouvelle lubie. Je l'ai repéré parce que des créateurs de vidéos sur YouTube ont commencé à s'inquiéter de ses activités un petit peu avant Noël. Et vous allez voir que ces activités sont assez particulières. Alors, tout a commencé avec une vidéo en 2016 dans laquelle Vincent confie sa carte bleue à Didier, un SDF marseillais. La vidéo a beaucoup ému les internautes parce qu'elle a récolté plus de 768 000 vues et près de 15 000 pouces bleus. Donc, on peut dire que c'était un beau succès. Et du coup, enthousiasmé par le succès de ce marketing de la misère, il a continué à faire intervenir assez régulièrement Didier dans ses vidéos. Mais son coup final, il le prévoit en février prochain, et c'est pour ça que je vous parle de cette actu. Dans une vidéo teaser publiée fin décembre, il demande à ses abonnés de le sortir de la rue, en l'aidant à atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube avant le 20 février. C'est l'histoire d'un homme un peu fou qui va se retrouver volontairement à la rue le 20 février. Il va dormir dehors dans les squats, faire la quête et vivre comme les sans-abri dans leur quotidien. Et ce mec, c'est moi, Vincent. Alors Marie, est-ce que son objectif c'est juste de gagner des abonnés en fait ? Officiellement, non. Il prétend plutôt vouloir, et là je le cite, comprendre la détresse et la souffrance des sans-abri, mais aussi les aider davantage. Et pour ça, il prévoit notamment de monétiser sa vidéo et de reverser les fonds aux sans-abri. Bon, en langage monétaire sur YouTube, on parle d'une dizaine d'euros, parce que... Oui, c'est vrai que les vidéos, la monétisation, c'est de pire en pire et c'est vrai que ça rapporte de moins en moins d'argent. A priori, effectivement. Le problème, c'est qu'en sous-marin, depuis 2 semaines, Vincent harcèle les plus gros créateurs et les plus grosses créatrices de vidéos sur YouTube pour les inciter à partager son défi solidaire et pour rendre son initiative virale auprès du plus grand nombre. Donc, il a notamment contacté Manon, la créatrice de la chaîne C'est une autre histoire, dont la mère, hasard du destin, travaille justement dans un centre d'hébergement pour les personnes sans abri. Donc Manon, quand elle a eu ce mail, elle lui a répondu en lui expliquant pourquoi, selon elle, son initiative était problématique, voire contre-productive. Mais en espérant buzzer sur ce clash et en jouant sur la culture drama de YouTube, Vincent a répondu en vidéo à Manon. Et le problème, c'est que comme souvent, lorsque des créatrices sont ciblées par des vidéos, ça a valu à Manon un déferlement d'internautes assez haineux. Donc ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en revanche, sous les vidéos de Vincent, il y a énormément d'internautes qui viennent le féliciter et l'encourager sans vraiment remettre en question son initiative. Parmi les 200 commentaires sur sa vidéo teaser, j'en ai trouvé que 6 qui questionnaient assez mollement ses méthodes. Voilà, donc merci Marie, on va suivre un petit peu les aventures de ce monsieur, les aventures un peu particulières. De mon côté, donc j'ai décidé avec notre réalisatrice Charlène de lancer une nouvelle
parenthèse dans cette émission pour prendre un peu le temps d'expliquer un mot, un terme ou une expression que les vidéastes connaissent bien, mais qui rend sûrement perplexe une partie de notre public. Vous avez sûrement déjà entendu des mots dans cette émission qui ne vous parlaient peut-être pas forcément. Donc je vous propose une nouvelle rubrique. Et pour commencer, et pour cette première édition du mot du jour de NoTube, on va commencer avec le mot Watch time. le watch time ou le temps de visionnage en français. Donc dans le monde des vidéastes, le watch time, c'est le temps que les internautes passent à regarder une vidéo, s'ils la regardent jusqu'au bout ou non, en gros. Par exemple, prenons une vidéo de 10 minutes. Si un internaute la regarde jusqu'à 2 minutes 30, le watch time est plutôt mauvais, quoique je pense assez intéressant pour un vidéaste, mais il n'aura quand même visionné que 23% de la vidéo. En revanche, s'il visionne 9 minutes de vidéo sur 10, le watch time est pour le coup excellent. Cette donnée est très importante puisqu'elle a a priori du poids auprès de l'algorithme qui va mettre plus en valeur dans ses suggestions les vidéos avec un bon watch time. C'est notamment pour cela que beaucoup de vidéos sont titrées avec la promesse d'un passage choquant ou dingue, mais que ce fameux passage arrive en toute fin de vidéo. Et on en a parlé beaucoup dans les médias en ce moment, mais les frères Paul, qui font des vlogs quotidiens, qui font des vidéos de 12, 20, 30 minutes des fois, titrent vraiment sur 15 secondes de vidéo à la toute fin de ce passage d'émission. Donc voilà, de mon côté maintenant, je pense que je peux vous promettre que d'ici la fin de l'émission, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable, ou pas en fait. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. C'est ça. Regardez le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. La France a peur. La France a peur. Et nous attaquons maintenant le sujet principal de cette émission, à savoir les placements de produits. Un sujet que j'avais hâte d'aborder parce que moi-même j'ai beaucoup de questions. Et sur Twitter, quand on a demandé aux personnes qui nous suivent s'ils avaient des questions également, ils ont été très réactifs et je les en remercie. La première que je voulais te poser, Alexandre, elle est assez simple. Pourquoi, selon toi, les marques ont commencé à s'intéresser aux vidéastes sur YouTube ? Tout simplement pour toucher un nouveau public, un public qu'ils avaient perdu, notamment celui qui ne regarde plus trop par exemple la télévision ou qui ne lit plus forcément les magazines ou qui n'écoute pas la radio. Forcément la jeunesse s'est un petit peu détournée et pour aller la chercher, ils sont allés à l'endroit où ils sont tout simplement, c'est-à-dire sur YouTube par exemple. Et en termes d'impact concret, une pub ou un partenariat, un placement de produit sur une vidéo YouTube, tu penses qu'elle a vraiment plus d'impact auprès de son public qu'une pub à la télévision ? La différence majeure, c'est qu'elle est incarnée par une personne que les gens ont décidé de suivre. Elle n'est pas forcément imposée, elle ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une personnalité qui l'endossait. Donc du coup, ça a beaucoup plus de poids selon moi qu'une publicité à la télé ou même s'ils embauchent des acteurs connus, des comédiens, etc. Voilà, on suit quelqu'un, donc on y est attaché, donc forcément il y a plus d'impact à mon avis. Et je me permets de citer rapidement une étude, un sondage qui avait été réalisé lors de la dernière Get Beauty, qui disait que 86% des abonnés interrogés avaient déjà acheté un produit de beauté après avoir regardé des vidéos de vidéastes lifestyle ou beauté. Donc c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Et du coup, pour toi, Alexandre, quels peuvent être les avantages pour les vidéastes à se lancer dans ce genre de partenariat ? Outre l'aspect monétaire, ça leur permet éventuellement de proposer des contenus intéressants pour leur audience. Il y a plusieurs marques, quand c'est bien fait, qui peuvent nous permettre et nous donner des accès à des endroits qu'on n'a pas l'occasion d'approcher, ou des pays, ou des coulisses de marques ou des produits en avant-première. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Il y en a tout autant que de marques, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on peut commencer maintenant à détailler les différents types de partenariats entre guillemets qu'il y a entre un vidéaste et une marque. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est peut-être quelque chose dont on parle moins, mais il y a tout un versant des relations entre ces deux personnes, ces deux entités, on va dire, qui n'impliquent pas de versement d'argent, c'est-à-dire ça peut être des envois de produits, ça peut être des invitations. C'est quoi exactement dans la vie d'un vidéaste, ces relations avec les marques sans versement monétaire en fait? J'ai pas compris le sens de la question. Non, simplement, quelles peuvent être les relations entre un vidéaste et une marque sans qu'il y ait forcément de contrat, de versement d'argent? Parce que tu parlais de voyage, peut-être d'envoi de produits, etc. À quoi ça correspond
Alors en fait, les marques se constituent généralement un carnet de contacts. Ils ont plusieurs vidéastes qu'ils ont repérés et ils prennent contact une fois et ils leur proposent par exemple on va sortir ça, est-ce que tu aimerais le recevoir en avant-première ou est-ce qu'on pourrait avoir ton adresse, on aimerait t'envoyer un petit cadeau, etc. Et c'est généralement comme ça que ça commence. Et puis après, quand ça se passe bien, quand la marque voit qu'il y a du retour, que le vidéaste est intéressé par la marque, généralement il peut se former une petite relation qui fait que dès qu'il y a quelque chose, l'un se contacte et vice-versa, dans le sens où ça peut aussi venir du vidéaste qui va voir la marque et qui lui dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que ce serait possible qu'on collabore pour faire des choses cool ?» Alors justement, par rapport à ça, j'ai un petit extrait d'une vidéo de Guillaume Ruchon donc, qui fait des vlogs et qui a été invité à l'avant-première de La Planète des Singes du dernier opus. Il a été invité à un événement, une projection un peu spéciale dans les bois et on va l'entendre tout de suite. Cette ambiance de ouf. Les gars, on se dirige pour la projection du dernier Planète des Singes Suprématie qui sort en août. Et genre, on traverse la forêt. Et vous entendez? C'est hyper flippant. Oh, c'est oufissime. Non, c'était vraiment stylé. Si vous aimez la saga, vraiment, le film était très cool. Des effets spéciaux de ouf. En plus, il y avait un son de malade. Franchement, non, ils ont trop géré. C'était génial. Donc voilà, on l'entendait juste au début de la vidéo et à la fin, c'est pas l'entièreté de la vidéo. Marie, tu avais une question, une remarque ? Ouais, je me demandais quels pouvaient être les critères qui faisaient qu'une marque allait approcher un vidéaste. Est-ce qu'ils font ça par rapport au nombre d'abonnés ou par rapport à la thématique ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des tendances qui se dégagent en fait sur ces partenariats qui se nouent ? Alors, j'ai de plus en plus l'impression que les marques se focalisent davantage sur les micro-influenceurs, c'est-à-dire ceux qui, je pense, sont autour de 10 000 abonnés, quelque chose comme ça, donc qui ont beaucoup moins de volume, mais qui ont généralement une communauté beaucoup plus engagée, c'est plus familial, entre guillemets. Donc, les marques essayent d'en contacter pas mal et elles nouent des partenariats comme ça, d'autant plus aussi que, en général, avec ces niveaux d'audience, les gens ne sont pas super exigeants, ils sont contents de faire ça gratuitement, donc les marques en profitent. Pour ce qui est des gros youtubeurs, en général, c'est vraiment les grosses marques aussi. Enfin voilà, c'est les petites marques avec les petits influenceurs et les grosses marques avec les gros influenceurs, voilà. Oui, il y a une segmentation un peu en fonction du budget, du j'ai marché, envie de dire, voilà. Et donc viennent ensuite les partenariats qui impliquent pour le coup une rémunération. Là, quels peuvent être les cas de figure, les différents formats de rémunération qu'on peut envisager quand on est vidéaste? Il y a le placement de produits simple qui consiste à mettre un objet ou mettre en avant le produit dans la vidéo. Il y a la vidéo éditoriale, par exemple, où il faut raconter une histoire, où toute la vidéo est autour de la marque. Il y a la participation avec la marque sur d'autres supports. C'est par exemple créer une série sur Facebook avec la marque ou qui n'est pas forcément diffusée sur la chaîne de l'auteur. Il y a plein de choses possibles, en fait. Et donc, oui, Marie ? Ouais, en fait, ça me fait penser qu'on n'a pas rappelé que les placements de produits, c'était quelque chose qui existait avant YouTube et avant Internet, et qui existait dans l'industrie du cinéma notamment. En ce moment, on reparle de Maman, j'ai raté l'avion. Et ce qui est marrant, quand on regarde le premier film, c'est que c'était sponsorisé par Coca, et le deuxième film est sponsorisé par Pepsi. Mais c'est des mécaniques, en fait, qui se sont totalement copiées-collées d'une industrie à l'autre, et qui sont finalement pas si surprenantes que ça, et pas si nouvelles, quoi. Oui, je pense qu'on avait pas mal parlé de Fanta. Enfin, Fanta, pour le coup, c'est une des marques qu'on voit souvent dans les vidéos de certains vidéastes. Simplement, on peut peut-être en toucher un mot, mais sur les réseaux sociaux aussi, il peut y avoir des posts Instagram qui peuvent être rémunérés, des tweets, ce genre de choses. C'est quelque chose qui compte aussi ? Oui, en général, c'est global. C'est-à-dire que la personne peut poster une vidéo sponsorisée, peu importe la forme de la vidéo. En général, ça s'accompagne aussi de posts sur les réseaux sociaux pour relayer cette vidéo ou relayer le message publicitaire de la marque. Et ça peut aussi, ça peut aussi intervenir dans le réel, c'est-à-dire que le youtubeur peut intervenir dans des événements précis où elle présente la marque ou à des conférences, etc. Ah, c'est marrant parce que les youtubeurs fonctionnent aujourd'hui comme des mini-agences et ils vendent plusieurs produits ou plusieurs formats différents qu'ils peuvent regrouper sous la même offre. C'est des packs. Des packs, voilà, c'est ça. Et du coup, toi-même, Alexandre, tu fais quel type de partenariat sur ta chaîne et sur tes réseaux sociaux ?
En général, c'est des placements de produits. Par exemple, comme je fais des recettes, ça peut être l'utilisation d'une machine spécifique pour réaliser la recette. Donc, on voit la machine, par exemple, pour faire des smoothies, on voit la centrifugeuse que j'utilise et qui est forcément d'une marque qui est citée. Ça peut être également des placements éditoriaux. J'en ai fait un récemment avec Activision pour la sortie du jeu Destiny 2. Donc là, forcément, moi, ma chaîne, c'est pas sur les jeux vidéo, mais je cherchais quelque chose de vraiment atypique. Donc, j'ai proposé un concept où je testais une machine qui déshydrate les aliments. Le rapport avec le jeu, c'est tout simplement que dans ce jeu-là, il y a une histoire de survie. Donc, le but, c'était de créer une ration de survie à l'aide d'une machine que j'ai testée dans ma vidéo. Et justement, on a un petit extrait de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Cette semaine, c'est une vidéo un peu particulière puisqu'elle est en collaboration avec Activision à l'occasion de la sortie de Destiny 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu qui se déroule dans un univers futuriste où la Terre a été envahie par des forces extraterrestres. Les derniers survivants ont été contraints de fuir vers de nouveaux mondes et c'est là qu'intervient mon défi. Je suis censé leur confectionner une ration de survie à l'aide d'un déshydrateur alimentaire. Je vais donc voir comment ça fonctionne et surtout si c'est efficace. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Voilà, donc là on a le rendu, les premières secondes de la vidéo. Maintenant j'aimerais qu'on détaille un petit peu étape par étape sur comment se nouent les contrats avec les marques. En général, qui fait le premier pas? Tu disais que ça peut être l'un ou l'autre tout à l'heure? Pour les partenariats comme ça, en général, ça vient d'une agence en fait qui fait l'intermédiaire, c'est-à-dire que la marque contacte plusieurs agences qui leur proposent des choses, que ce soit en télévision, sur le web, etc. Et lorsque l'agence est sélectionnée, elle va contacter les vidéastes qui correspondent au profil de la marque et ils font l'intermédiaire, c'est-à-dire que le talent n'est jamais en contact direct avec la marque dans ce genre de situation. Et justement, c'est intéressant que tu parles des agences parce que j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui travaille en agence et qui me disait que ils font vraiment de la veille quotidienne sur les réseaux sociaux et je crois que c'est Antoine Daniel un jour qui m'avait dit qu'il suffisait qu'il parle d'Oreo par exemple dans un tweet pour que Oreo potentiellement le contacte. C'est des choses qui arrivent. Ouais, je vois régulièrement des vidéastes qui font des vidéos, par exemple wishlist de Noël, c'était le cas dernièrement, et qui citent les choses qu'ils aimeraient, etc. Et ça arrive régulièrement qu'ils reçoivent après ces fameux objets, intentionnellement ou pas, je sais pas, mais c'est vrai que quand la marque entend parler d'elle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vidéo, il y en a certaines qui sont là et qui réagissent assez rapidement. Je citerai la marque de l'appareil photo que j'aimerais m'acheter bientôt en fin d'émission si des fois les représentants de la marque nous écoutent. Alors j'ai encore mieux, sinon tu peux faire comme Enjoy Phoenix et faire 100 objets que tu peux te faire offrir à Noël et comme ça tu as 100 possibilités de te faire offrir des trucs. C'est brillant. Et du coup toi Alexandre, est-ce que tu as déjà eu des propositions de partenariat complètement surréalistes ou choquantes ? Oui, il y a des trucs qui sont assez fous. Je crois que la pire, selon moi, c'est une clinique privée sur les Champs-Élysées qui m'a contacté qui m'a proposé une pénoplastie gratuite en échange de publicité. Je me suis dit, ça c'est quand même assez énorme. Cette clinique est très très connue et un nombre incalculable d'influenceurs et de vedettes de télé-réalité vont dans cette agence. Ouais, j'espère qu'on en parlera un jour, mais j'adore suivre leur page Instagram. Est-ce qu'on peut définir pénoplastie, parce que c'est la première fois que j'entends ce mot. Alors, c'est pour faire un agrandissement du pénis, voilà, tout simplement. Ils m'ont vraiment demandé ça dans le mail. Et c'était pas un mail spam. Ce n'était pas du spam, c'était vraiment véridique. On m'a aussi, par exemple, proposé de faire de la publicité pour des appareils dentaires. Je sais pas comment je dois le prendre, mais voilà, c'est pas toujours adapté parce que ça signifie qu'il faut utiliser le produit, etc. Enfin bref. Pour continuer sur ce sujet très sérieux, j'ai un petit extrait d'une vidéo de Gonzague qui a demandé lors d'une soirée privée de vidéastes qui leur a demandé simplement si eux-mêmes avaient reçu des offres de partenariat un peu particulières. Le pire placement produit qu'on t'ait proposé? Pour des sextoys. Ah bon? Oui. Et t'as 16 ans? Oui. Non, j'avais 15 ans en plus quand même, ils m'ont proposé. Oh merde! Une boutique qui vendait des bonbons et en gros ils m'ont dit voilà, on aimerait bien que vous parliez de notre boutique et de nos bonbons et on vous rémunère en gros en bonbons.
C'est bon. Oh, vous presque la gada. C'est ça. On vous offre des paquets. Putain, moi je bouffe quasiment jamais des bonbons déjà d'une part et en plus, mais sérieux quoi, arrête quoi. Souvent là en ce moment on me contacte pour que j'essaye des centres de chirurgie esthétique. Ah bon? Ouais. Au moins une fois par semaine on me le propose, tu vois. Ah bah je te filerai les contacts, mais bon, super quoi, ça fait plaisir. Alors, quand le contact est établi, que les négociations sur le contrat se mettent en place, est-ce qu'il peut y avoir des exigences particulières de la part de la marque sur le contenu? À quoi ça peut tenir? Ah bah oui, forcément, puisque c'est le client, donc il paye, donc forcément il s'attend à des retours sur investissement. Ça peut, chaque client, j'ai envie de dire, a ses conditions particulières, plus ou moins extravagantes, et après c'est au vidéaste de l'accepter ou non. Et alors, j'en profite pour citer un internaute sur Twitter qui nous a demandé tout à l'heure, qui nous a posé une question, il s'appelle Padding LOL, donc je trouve que c'est un très bon pseudo. Il fait des gifs rigolos en plus, j'ai vu. Il demandait qu'est-ce qu'un bon placement de produit, un placement de produit qui a réussi selon toi? Un bon placement de produit, c'est un placement de produit qui ne dérange pas les internautes, les visiteurs. Non mais c'est vrai, si ça dérange pas, ça veut dire que c'est bien fait. Voilà, tout simplement, et que c'est dans la ligne éditoriale, que c'est indiqué, que c'est signalé, enfin voilà, que toutes les conditions sont réunies. S'il est gênant, en tout cas pour la plupart des internautes, c'est qu'il y a un problème. Je crois qu'on est une génération qui supporte pas la pub du type achète ce produit, achète. Et du coup, le native advertising et le fait de raconter une histoire avec le produit, c'est super important. Et il y a plein de créateurs qui ont compris ça aujourd'hui. Et alors justement, j'ai un contre-exemple, un peu un petit cas d'école à vous faire écouter. C'était les questions cons, donc c'était une chaîne, et il y avait une vidéo qui s'appelait quelle distance peut-on coller avec un tube de colle, et la chaîne a glissé une publicité en plein milieu pour Google Play, donc qui n'avait en soi rien à voir avec le sujet de la vidéo. Bon, pour rendre cette expérience un peu plus intéressante, j'aimerais faire le même test mais avec un tube de colle liquide, vous voyez? Le problème c'est que j'en ai pas, mais par contre ce que j'ai c'est les meilleurs collègues du monde, voilà. Et du coup ils vont aller m'acheter un tube de colle, et moi, si tu vas aller m'acheter un tube de colle, si, je te dis! Oh! Et moi pendant ce temps-là, je vais geeker. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment c'est le Google Play Games Festival, il se passe plein de trucs cool. Pour les intéressés, je vous mets tout dans la description. Du coup moi j'en ai profité pour télécharger ce jeu Star Wars Heroes. Voilà, donc effectivement, il y a un petit décalage, on va dire, entre le sujet de la vidéo et le partenariat en question. J'en profite aussi pour citer un confrère de BuzzFeed qui s'appelle Eric, qui m'a interpellé, qui m'a demandé un petit peu comment les abonnés vivent ces placements de produits. T'en parlais un petit peu, mais est-ce qu'ils sont très tatillons? Parce que Marie, tu disais que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on laisse moins passer les choses. Est-ce que c'est une angoisse quand on fait un placement de produit, quand on a peur de la réaction des gens? Alors en fait, il y a deux catégories de personnes. C'est un peu réducteur, mais c'est la vérité. Il y a ceux qui s'en foutent totalement. Et il y a ceux qui sont complètement à fond dedans. J'ai l'impression que personne n'est indifférent. Enfin, justement, il y a des gens qui sont totalement indifférents et d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est vraiment des extrêmes. Et après, je n'ai pas les mots, c'est compliqué, mais non, si tu fais bien les choses, il n'y a aucune raison de stresser. Il faut savoir connaître sa communauté. En général, le créateur la connaît et il sait par avance si ça va passer ou pas. Et puis après, soit il s'en fout de sa communauté, il est là pour faire ses cachetons et là, voilà, il le fait quand même. Et donc, Marie, à ce sujet, tu voulais faire une petite aparté. Oui, en fait, ce qui est important, c'est que le créateur, il respecte sa ligne éditoriale. Et dans le cas des vulgarisateurs, par exemple, c'est particulièrement compliqué pour eux de faire des placements de produits parce que les viewers attendent une certaine éthique et une certaine morale chez les vulgarisateurs. Et souvent, ça les amène à se prendre... Enfin, ça peut arriver qu'ils se prennent des shitstorms parce qu'ils ont fait un placement de produit un petit peu délicat. Et notamment, eux, ils sont plus approchés par les institutions, j'ai l'impression. Et là, ça peut vite devenir assez violent dans les commentaires qui viennent dénoncer de la propagande du gouvernement, etc. Je pense notamment aux vidéos très récentes de Julien Méniel et de Y Penser, qui ont parlé des vaccins, qui était une opération avec le ministère de la Santé. Et pour moi, en fait, finalement, c'est un placement de produit comme un autre, qui correspond à leur ligne éditoriale, mais qui a fait réagir leurs abonnés. Oui, et il y a aussi un autre sujet intéressant, et on en parlait juste avant l'émission, et je voulais te faire réagir là-dessus aussi, Marie, sur tout simplement
quelle marque s'intéresse à quel profil. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on assistait à un colloque consacré aux vidéastes et sur le côté genré des placements de produits. Et je voulais que tu nous rappelles un petit peu ce qui s'est dit lors de ce colloque, parce qu'il y a des chercheuses qui ont vraiment étudié le sujet. Je trouvais ça très intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Elles ont fait une comparaison de déballage d'iPhone, 10 vidéos de meufs et 10 vidéos de mecs. Et elles ont constaté plusieurs choses. Déjà, les mecs se faisaient offrir beaucoup plus souvent l'iPhone que les meufs, parce qu'ils avaient des chaînes qui étaient plus technophiles, alors que les meufs étaient plus sur des chaînes lifestyle. Et en fait, dans les codes qu'ils utilisaient du côté des meufs et du côté des mecs, on était sur des choses très différentes. Les femmes s'attardaient beaucoup plus sur le côté esthétique et ergonomique des appareils, alors que les hommes s'attardaient sur le côté très technique. Et dans les sections de commentaires, on avait du coup des commentaires très différents. Du côté des meufs, on leur reprochait de se faire offrir l'iPhone et d'être des petites filles pourri gâtées qui ne savent pas de quoi elles parlent. Je résume en gros, mais vraiment, les commentaires étaient très très marqués là-dessus. Et du côté des mecs, on avait des questions qui étaient plutôt technophile, du type quelle est la catégorie de branchement jack sur cet iPhone. Et c'était assez marquant de voir la différence, et ça montrait aussi que ces placements de produits peuvent être vraiment très très genrés, et les marques de beauté vont approcher plus facilement les meufs, et les marques technophiles vont approcher plus facilement les mecs. C'est assez terrible. Est-ce que toi, Alexandre, tu as déjà ressenti ce genre de différence que tu disais que tu présentes notamment des produits, notamment des produits de cuisine. Est-ce que tu as ressenti déjà par rapport à ces produits-là une approche différente en regardant d'autres vidéastes, par exemple ? Pas vraiment dans mon cas précis, mais c'est vrai que les marques se basent en fait sur les clichés, tout simplement, chaîne de filles, donc marque de filles, etc. C'est vrai que moi, il y a des marques qui peuvent m'intéresser et qui, je sais, ne me contacteront jamais, parce que je suis un mec, tout simplement, et ça doit être exactement la même chose dans le cas inverse. Quelle marque ? Non, mais typiquement, des marques qui font des produits électroniques, électroménagers, que ce soit des aspirateurs, c'est horrible à dire, mais je pense que ce genre de choses, jamais elles vont penser à me contacter moi, alors que moi, c'est mon but de tester ce genre de produit aussi, et peu importe à qui c'est destiné. Les marques font vraiment dans leur... ils ont aucun scrupule. C'est vraiment les chiffres, quoi. Et donc, les clichés. Alors, je vais me transformer un instant en Thierry Ardisson et parler un petit peu de chiffres, d'argent. Simplement, il faut savoir que, évidemment, aucun vidéaste, en fonction de son importance, de sa visibilité sur Internet, ne peut demander la même somme d'argent pour un contrat. De quels critères ça dépend ? Il y a d'autres critères qui peuvent influencer sur la somme qu'un vidéaste peut espérer avec un partenariat ? Alors, il y a l'attachement à la marque. Je pense que si un vidéaste aime déjà la marque de base, il aura tendance à demander moins qu'une marque inconnue qui ne l'intéressait pas ou qu'il ne connaissait pas. Il y a aussi la taille de la marque. Si c'est une multinationale, forcément, on va s'attendre à quelque chose de plus extravagant. Et après, de notre côté, je pense que c'est en fonction de la qualité des vidéos. On sait ce qu'on produit, on sait le temps que ça prend, on sait que si c'est un simple vlog, ou alors si c'est une fiction qui demande beaucoup de préparation, des équipes, du matériel, du déplacement, etc. Il y a aussi ce que demande la marque qui peut intervenir, si c'est juste en parler 15 secondes, ou alors si toute la vidéo doit être autour de cette marque. Il y a la durée. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, donc ce qui fait que rien ne se ressemble. Il n'y a pas de critères classiques et de fourchettes classiques, à mon avis. Voilà, donc c'est pour ça aussi notamment que c'est très dur d'évaluer les revenus des vidéastes. Je vais simplement, et là c'est pour répondre à un internaute qui nous a interpellé, qui s'appelle Wolf Visu, voilà, je suis désolé si je le prononce mal, mais qui demandait un petit peu des gammes de prix. Et moi, de ce que j'ai pu comprendre jusque-là en travaillant sur le sujet, c'est que une vidéo sponsorisée peut coûter à une marque plusieurs dizaines de milliers d'euros, et même approcher ou largement dépasser les 100 000 euros pour les vedettes, c'est-à-dire vraiment pour le top 10. Ce qui est une somme qui, il faut savoir, correspond au budget global, donc il faut répartir entre le vidéaste, le network, l'équipe qui y travaille, comme tu viens de le dire, Alexandre. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Et maintenant, je vous propose de jouer. Alors, ça va être
très rapide, mais je vais vous donner des noms de vidéos connues, de vidéastes connus, et chacun devra me dire si selon lui, il y a un partenariat, un placement de produit dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec Norman et sa vidéo dédiée au dernier jeu Zelda. Est-ce que vous pensez qu'il y a un placement de produit ? Est-ce que vous pensez que c'est sponsorisé ? Moi, j'ai envie de répondre oui à toutes. Tu l'avais vu cette vidéo, Alexandre ? Je crois l'avoir vu et il me semble qu'il avait dit que ce n'était pas sponsorisé et que c'était juste fait parce qu'il était fan. Tout à fait. Il a mis un panneau tout au début de la vidéo pour dire que ce n'était pas le cas. Tu comptes les points ou pas ? Pour l'instant, il y a un point pour Alexandre. On va voir, t'as encore de quoi te rattraper. Cyprien et son Draw My Life 2 qu'il a sorti il y a pas si longtemps que ça. Si je réponds, elle va le savoir, mais je connais la réponse. Ah, tu connais. Est-ce qu'il a fait un placement de produit pour une marque de sonotone ? De sonotone, pas vraiment, mais je pense qu'Alexandre a la réponse. C'est un placement de produit pour Samsung. Tout à fait, et notamment il reprend le slogan de Samsung à la fin de la vidéo. Maintenant, donc, le voyage de Natou dans le Nevada. Quand elle a raconté, elle a fait un peu un vlog de son voyage, son aventure. C'était notamment pour Burning Man, je crois. Voilà. Si vous pensez qu'il y a quelque chose, une marque, une entreprise qui se cache derrière. Je me souviens pas d'avoir vu un placement de produit là-dedans, mais c'est tellement discret parfois. Moi non plus, je dirais non. Je sais que son voyage, les jours avant, elle était au Canada et là c'était sponsorisé, mais le Nevada, je crois pas. Eh bien, elle était invitée par une agence de voyage, ce qui est indiqué dans les commentaires. Vidéo suivante, Norman et sa vidéo. Là, la musique, pour le coup, est intéressante. Mario et Luigi. Sponsorisé par Hyper U, non ? Je crois qu'ils font du kart, non, dans cette vidéo, un truc comme ça, dans un supermarché, non ? C'est pas celle-ci ? C'est celle pour les 10 millions d'abonnés, je crois. Non, je pense pas. Tout à fait. Alexandre est vraiment. Non, mais il est au top. C'est incroyable. Ah, c'est mon domaine. Il y a 3-0 pour l'instant. Non, elle a bien répondu pour Natou. Non. Non, tu parlais. Non, je crois pas. Perdu. Ah non, pardon. La vidéo intitulée Netflix and Chill d'Emma Cake Cup. Ah non, je pense pas que ce soit. Je pense pas non plus. Tout à fait, un point pour tous les deux. C'était juste qu'elle recommandait des séries qu'elle aimait bien. Et enfin, et là il y a un petit piège, et moi-même, c'est une vidéo de McFly et Carlito qui s'appelle On vous dévoile notre vrai salaire. Est-ce que pour vous, il y a un placement de produit ou pas ? C'est sponsorisé par le ministère des Finances. Les impôts. Non, je pense pas. Alors, moi, c'est une question ouverte, mais je pense qu'il y a un placement de produit pour une offre box Orange, parce qu'au début de la vidéo, Carlito dit à quel point il peut jouer à des jeux vidéo sur sa box. Ah oui. Et que dans les commentaires, il y a un petit lien vers la fameuse offre. Donc voilà, si je vous ai proposé ce petit jeu, et je pense que je peux féliciter Alexandre parce qu'il a gagné, franchement, bravo. Voilà, vous pouvez voir le public qui est en folie. Je vous ai proposé le jeu, c'est simplement pour parler du vrai problème, selon moi, des placements de produits, des contenus sponsorisés. C'est la visibilité de ces fameux partenariats. C'est encore... ils ne sont pas toujours très, très visibles. Et je pense qu'au début, Alexandre, c'était un peu le Far West les premières années, non ? Ouais, il y avait beaucoup de gens qui en faisaient sans ni le citer, ni le dire, ni le mettre dans les commentaires, ni dans la description, enfin nulle part en fait, et c'était totalement opaque. Et puis avec les remontadas des abonnés, les remontrances, la presse, etc., je pense que ça s'est naturellement... il y a des règles qui se sont mises en place, quoi. La répression des fraudes aussi. Exactement. Voilà, oui, parce qu'effectivement, il y a une enquête qui a été lancée fin 2014 par la répression des fraudes et qui, aux dernières nouvelles, je me suis renseigné, est toujours en cours. Ah. Donc les conclusions seront rendues, je ne sais pas quand. Et justement, une des vidéos qui était impliquée, qui a été beaucoup critiquée, notamment par les médias, c'est une vidéo qui s'appelle Assassin des Templiers. C'était un hommage au jeu vidéo Assassin's Creed, édité par Ubisoft. Et au début, Norman, qui affirme être un grand fan du jeu, et on le croit volontiers, n'avait pas indiqué clairement en dessous de la vidéo que c'était financé par l'éditeur. Je fais des trucs un peu malsains, je mène une vie d'assassin à éliminer sans pitié les Templiers. Malgré cette vie hors norme, au fond de moi je reste un homme. Alors parfois je m'entends d'un clocher et mélancolique je médite. Je pense à ma vie longuement, en contemplant la ville, longuement.
longuement. Voilà, et donc il y avait eu une petite polémique et la mention d'Ubisoft avait été rajoutée par la suite. Marie, tu avais une Ouais, tu sais toi, Alexandre, comment sont signalés aujourd'hui ces partenariats? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'il y a des petites options techniques qui permettent de le faire? Alors YouTube, dans ses règles, demande à ce que ce soit indiqué. En tout cas, ils ont rajouté 2 petites cases. Une qui permet de leur indiquer à YouTube que la vidéo est sponsorisée ou contient un placement de produit, mais qui n'est pas forcément visible pour les abonnés. Donc c'est vraiment juste pour l'algorithme de YouTube. Et il y a le même bouton en dessous, un deuxième bouton qui permet d'afficher au début de la vidéo un petit encart qui écrit cette vidéo contient un placement de produit ou un placement rémunéré, etc., etc. Alors justement, donc, ce qui était intéressant, il n'y a pas longtemps, Masqué, qui est un spécialiste du rap, a sorti une vidéo qui était notamment en partie financée par Oasis, et il a été pour le coup assez transparent là-dessus, ce qui avait au début de vidéo inclus une communication commerciale, Ouais. et on va écouter le fameux passage en question. Si les rappeurs étaient des fruits. Planète Grab 2018, les meilleurs rappeurs sur un CD compilation avec BNL. Me pavane, je la banane. Eau de source remplace les larmes. À demande à la pêche. Geste de son pour un naufrage. Rapso. Et plus cher, c'est pas trompé. Donc je la goyave dans ma gorge, je lui donne plein de vitamine C. Je suis pas cinéphile, j'aime pas les interludes. Donc casse-moi pas les cerises, on va des bananes nudes. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il faut quand même un peu creuser, il faut quand même cliquer sous la vidéo, dans la description, il faut quand même descendre. C'est pas quelque chose qui est encore complètement visible, non ? Ah bah ça c'est la morale, j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut et ça devrait pas être comme ça, il devrait y avoir une règle plancher, j'ai envie de dire, ça c'est le minimum, vous devez que tout le monde le fasse, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de vidéos et de vidéastes du coup qui font le strict minimum, c'est-à-dire mettre un petit texte tout en bas de la description ou en plein milieu, bien caché parmi d'autres trucs, ou alors je sais qu'il y en a qui mettent des petites astérix à côté des produits et c'est précisé tout en bas, produits sponsorisés, enfin bref, des trucs pas 100% transparents mais transparents quand même, du coup c'est pas forcément idéal. Moi ce que je recommande c'est tout simplement de le dire soit en début de vidéo si l'entièreté de la vidéo est sponsorisée ou au moment ou juste avant de le dire s'il faut parler d'un produit ou quoi que ce soit. Et tu crois que ces pratiques-là, elles vont évoluer vers plus de transparence ou que ça va être de pire en pire? Je pense que l'audience maintenant réclame de la transparence, donc je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Après, il y aura toujours des gens qui n'en ont rien à faire et qui, j'espère, se feront contrôler. Et voilà, il y aura le retour du bâton un jour ou l'autre. Et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est sur les réseaux sociaux, pour le coup, sur des stories Instagram, etc. C'est des fois, moi j'ai vu des exemples, c'est pas encore le cas, même si Instagram, je crois, donne la possibilité d'indiquer. Toi, sur les réseaux sociaux, tu vois encore des choses qui te choquent ? Effectivement, sur Facebook et Instagram, et c'est tout en fait. Maintenant, on a la possibilité d'afficher en partenariat avec. Et donc la marque est directement citée et elle peut suivre les statistiques des posts. Donc c'est de belles améliorations pour ce genre de publicité. Et après, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses totalement folles, des placements de produits inadaptés. Typiquement, je pense à des marques de thé qui contactent des influenceurs qui sont mineurs, alors que sur leur site, c'est indiqué que ces produits qui contiennent des protéines alimentaires, etc., ne sont pas du tout adaptés à ce genre d'audience. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à améliorer et ça doit être aussi fait du côté des marques qui doivent, je pense, avoir une certaine éthique. Et je crois d'ailleurs que certaines d'entre elles, en tout cas celles qui sont membres d'un collectif autour de la publicité, ont fait une sorte de charte qu'elles imposent maintenant aux vidéastes qui doivent forcément indiquer, etc., que c'est un partenariat, etc. Et j'invite les abonnés à vraiment fouiller les parties description, voilà, regarder avec un œil le plus critique possible, parce que YouTube, c'est un média, les réseaux sociaux sont des médias, et je pense que c'est important de pouvoir avoir le recul nécessaire. Pour finir, comme d'habitude, je vais demander à chacun une recommandation de chaîne qu'il aimerait mettre en valeur. Alexandre ?
Alors moi je vais vous recommander Victoire de la chaîne WinH8 qui réalise des petites figurines de l'univers geek, etc., même de youtubeurs. Elle montre comment les faire et je trouve ça très sympathique, c'est très coloré et voilà, c'est des tutoriels et mérite plus de visibilité je pense pour son travail. Donc WinH8. WINH8. C'est noté. Marie? Moi, la mienne dont j'avais envie de parler cette semaine, elle est un petit peu plus connue. Elle a 330 000 abonnés sur YouTube. C'est Chelsea. Mais en fait, elle a fait l'actualité ces derniers jours parce qu'elle a ouvert ses nudes sur YouTube. Et en fait, c'est une très belle... Enfin, c'est un très bon... Alors, peut-être que oui, nude, c'est les photos d'elle-même nues. Voilà, c'est... Oui. Parce que pour le mot du jour, voilà, j'ai toujours ça en tête maintenant. Ce sont des photographies retouchées d'elle avec sa tête, mais pas son corps, qui sont soi-disant nues. Et dans cette vidéo, elle parle de son rapport à son corps et de la façon dont les gens détournent son apparence sur Internet. Donc, allez découvrir Chelsea. Elle fait vraiment des vidéos très cool sur les jeux vidéo en général. Oui. Et pour ma part, je vais rapidement dire un mot sur Simon Puech. Je sais qu'il a une chaîne où il parle beaucoup de jeux vidéo, mais il a aussi un autre format, Chrono, où il parle de sujets très variés, comme la fin d'Internet, l'immortalité, le fait d'être français, ou plus récemment, une vidéo que je vous recommande sur les femmes qui ont pris la parole pour voilà, un petit peu dénoncer ce qui se passait dans leur vie, dénoncer les harceleurs. Merci beaucoup à Marie-Camille Théron d'être venue au poste de chroniqueuse. Merci beaucoup Alexandre Calvez d'être venu et voilà, d'avoir fait un détour lors de son voyage à Paris par nos studios. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Charlène à la réalisation, à David Honora à la co-création, à la préparation de ce podcast. Et je vous encourage aussi à nous suivre sur Twitter, Notube Binge, où on fait une veille régulière. On parle des frères Paul en ce moment. Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc suivez-nous et abonnez-vous à ce podcast s'il vous plaît. Merci encore et bonne soirée, bonne journée.